Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième semaine de live sur Instagram et je suis contente de vous retrouver fidèle au poste. Donc prenez le temps d'arriver, de vous déposer, de respirer et de vous prendre un petit quelque chose à boire quand même pendant la conférence du jour, en tisane, eau, peu importe. Ce qui vous fait du bien. Donc, la question que j'ai reçue pour cette troisième semaine de live qu'on va aborder, comme les deux autres semaines, en 4 temps, c'est une question que je vais vous lire à l'instant, qui concerne le domaine du sommeil. Mon enfant a 5 ans et il a de la difficulté à s'endormir. Je ne sais pas si c'est sensoriel, c'est comme s'il ne pouvait pas s'arrêter de bouger. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et m'aider avec ça? Donc, pour vous refaire un peu le topo que j'expliquais dans les dernières semaines, on l'explore en 4 temps la question parce que moi, ce que je veux, c'est aborder le tout avec vous en profondeur et vous montrer un peu le processus que j'utilise en tant que spécialiste en neurodéveloppement. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est pertinent de développer votre œil, tout comme n'importe quel type d'apprentissage. Une personne qui veut devenir mécanicien de voiture, ben, il commence par acquérir des notions théoriques, à observer quelqu'un qui répare des moteurs, et puis finalement, il emmagasine des connaissances et tout. Mais c'est la même chose pour l'enfance, parce que veut pas, c'est quelque chose qui est complexe. Et c'est surtout que vous n'êtes pas né parent. Vous êtes devenu parent. Et donc, quand on devient parent, oui, on a tout à apprendre. Il y a plein de trucs qu'on fait avec notre flair instinctif, intuitif, et c'est génial. Mais il y a quand même des aspects qu'on se dit, ben, si on comprend pas les bases au niveau du neurodéveloppement, au niveau du système nerveux, au niveau de l'intégration sensorielle, au niveau des aspects qui sous-tendent la sécurité émotionnelle, l'attachement, tout ça, ben oui, on peut vivre des défis en tant que parent. Des défis, des challenges, des difficultés. Et donc, l'objectif, c'est de raffiner ça. C'est pour ça que je suis là en live avec vous et que je vous invite à participer, donc à me poser des questions tout au long. Comme je mentionnais dans les 2 dernières semaines, plus souvent vous m'écrivez en privé par la suite et c'est génial, c'est parfait. Puis je comprends aussi, il y a certaines questions qu'on a plus, qui sont peut-être un petit peu euh, plus élaboré d'une certaine manière, mais n'hésitez pas, toutes questions sont bonnes, ok? Dites-vous que tous les parents qui écoutent mes lives, toute personne qui écoute mes lives ont des questionnements et certainement, si un a une question, ben, ça peut intéresser plein d'autres personnes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de la même manière, donc en temps 1, à savoir, mais pourquoi? Donc, on va décortiquer la question. Donc, mon enfant a 5 ans et il a de la difficulté à s'endormir. On va parler sommeil cette semaine. Bon, je vous disais la semaine dernière et l'autre semaine d'avant, moi, je ne crois pas à tout ce qui est caprice, manipulation, provocation qu'on dit chez les enfants. Pour moi, c'est une question de dynamique. Et donc, si l'enfant est agité, si l'enfant fait une crise, si l'enfant est en état de panique, c'est directement en lien avec un inconfort ou un besoin sensoriel non répondu ou un besoin émotionnel non répondu.
qui va venir déstabiliser l'état de son système nerveux. Parce que personne sur cette planète, enfant comme adulte, tombe en état de crise, de panique ou d'agitation pour le plaisir. Ce n'est agréable pour personne. Évidemment, il faut toujours se rappeler qu'un enfant est plus inattentif, agité et impulsif qu'un adulte, bien sûr, comme on l'observe aussi chez les animaux. Hein? Donc c'est normal. Et aussi, comme je vous disais, et ça on va le voir plus précisément demain quand en temps 2, on regarde tout ce qui est la théorie neurodéveloppementale et neurologique sur le sujet. Il y a toute la notion aussi d'ordre de développement neuro qui va venir influencer les comportements et les réactions émotionnelles de l'enfant. Donc un enfant, bien entendu, de 18 mois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des réactions d'un enfant de 8 ans. Bien entendu, il y a un ordre dans les étapes, mais aussi, c'est la même chose, un enfant de 3 ans, quand il fait une crise, quand il fait une panique ou peu importe, ou qui est agité, on l'avait vu dans les 2 dernières semaines, mais il n'y a rien de frontal, il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de volontaire derrière ça. Parce que dès qu'on tombe de toute façon dans la notion de caprice, de manipulation, de provocation, comme qu'on pourrait croire encore une fois dans la situation que je vous présente aujourd'hui, bien en fait, il faut que l'enfant l'ait décidé ça. Il faut que ça soit conscient. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, en bas de 4 ans, on est encore dans le tronc cérébral qui est notre cerveau inconscient, qui assure notre survie, et l'analyse qui est faite au niveau du système limbique, qui est notre cerveau semi-conscient. Le système limbique étant notre système émotionnel. Le cortex conscient, avec notre intellect, lui, il se développe par après. Donc, de toute façon, en bas de 4 ans, puis c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas de souvenir vraiment de notre enfance avant 4 ans, c'est parce que toute la zone des intelligences, le cortex, n'est pas encore développé. Il n'y a pas assez de connexion synaptique dans cette zone-là. Donc, forcément, il n'y a pas de caprice. C'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant, l'enfant a 5 ans, OK? Jeune 5 ans. Donc, l'enfant n'est pas en âge non plus de faire de la manipulation ou des caprices. Okay? Même s'il y avait 12 ans, j'y croirais pas. Mais il est encore tout jeune, de 1. Donc, il y a une difficulté à s'endormir. La notion de sommeil, l'endormissement nécessite plusieurs aspects qui vont permettre à un enfant de s'endormir. Et là, ce qu'il faut regarder ici, quand un enfant a la difficulté à s'endormir, tout comme nous, il faut regarder les différentes options qui permettent un endormissement. Parce qu'elle, elle me parle pas de réveil nocturne, hein, la maman. Elle me parle de difficulté à s'endormir, donc de tomber endormi. Et donc, à quelle heure il s'est levé, l'enfant, le matin? Est-ce qu'il a fait des siestes dans la journée qui pourraient nuire à son endormissement le soir? Est-ce que la sieste était, si on a fait une, est-ce qu'elle était très longue? Et c'était à quel moment de la journée? À midi, à 13h, à 14h, à 15h, à 16h? C'est important ça de le noter, c'est important de le savoir. Parce que plus l'heure de la sieste est en fin d'après-midi, surtout après 15h, plus ça nuit au sommeil de nuit. Bon, donc il faut regarder ça. Donc, s'il y a une sieste, à quelle heure? Est-ce que l'enfant a eu un grand niveau aussi d'activité dans sa journée? D'activité physique, où il était plus sédentaire? Qu'est-ce qu'il mange, l'enfant? Parce que ça aussi, ça va venir influencer l'endormissement.
hein, la quantité de sucre ingéré, hmm, les repas lourds, l'heure du dernier repas d'ailleurs, la quantité de liquide pris aussi, parce que s'il a envie, il a de la misère à s'endormir. Fait que vous voyez, il faut tout décortiquer ça. Puis ça, c'est mon travail. Hein, d'amener justement, de vous amener en tant que parent à vous poser les bonnes questions pour faire un peu des connexions, un peu, tu sais, comme quand on voit dans des films policiers, là, ils mettent des points rouges, là, entre les liens, là, pour faire, puis des lignes, pour faire du lien, hein, entre les aspects qu'ils découvrent, hein, sur bon, les crimes ou peu importe, mais c'est la même chose ici, hein, puis c'est ça le but, ensemble. C'est que je veux vous amener à comprendre votre enfant en faisant des liens avec les points. Jusqu'à temps qu'on trouve la cause de la cause. Parce que vous commencez à me connaître. Moi, ça ne m'intéresse pas de rester de surface. Ça sert à rien. Ça m'intéresse pas de poser juste une étiquette diagnostique non plus. Et de pas évaluer la cause en profondeur parce que ça va revenir. Donc, c'est pour ça toutes ces questions-là. OK? Est-ce que l'enfant a vécu un aspect émotionnel particulier dans sa journée ou dans les derniers mois? Hein? Un traumatisme quelconque? L'enfant, est-ce qu'il prend, il fait son hygiène de soir en prenant une douche, en prenant un bain? Tout ça, ça va venir influencer le niveau de détente aussi que l'enfant va accumuler, qui va le mener vers le lit, vers l'endormissement. Donc vous voyez, il y a la base de la question, c'est mon enfant à 5 ans, il a discuté à s'endormir, mais il y a tout ça à regarder. Et là, la maman me dit, je ne sais pas si c'est sensoriel. Donc, elle a fort probablement un doute par rapport au sensoriel. Est-ce que l'enfant est sensible face à la luminosité, mais est-ce qu'il y a une veilleuse dans sa chambre? Est-ce qu'il y a une veilleuse dans le corridor, une lumière qui pourrait le déranger? Ou au contraire, il est plongé dans le noir, puis lui, c'est anxiogène. Hein? Est-ce qu'il est sensible au niveau des vêtements, un peu comme l'histoire de cas qu'on regardait la semaine passée par rapport à l'habillage avec l'enfant de 8 ans? Ben oui, est-ce que son pyjama peut le déranger? Ou les draps? Fait que ça, c'est encore un aspect sensoriel. Sinon, au niveau auditif, est-ce qu'il y a des bruits? Y a-t-il des bruits dans la maison au moment où ce qu'on va l'endormir, tu sais, qui sont présents? Et donc, vous voyez, il y a une étendue. Et à quelle heure que vous le couchez, votre enfant? Parce que, par exemple, j'ai des mamans qui me disent « Ah, mon enfant, je sais pas moi, 10 ans, puis je le couche à 6h30. » Ouais, c'est un peu tôt. Donc, c'est normal qu'il s'endort pas puis qu'il est agité. Donc, vous voyez, il faut se poser un paquet de questions. Et donc, réfléchissez à ça, prenez des notes. Demain, je poste la rediffusion, hein, le replay. Donc, à la limite, retournez voir ce live-là, puis écrivez et répondez aux questions pour vous aider à mieux analyser votre situation si vous vivez des difficultés en lien avec l'endormissement de vos propres enfants. Et là, la maman ici, elle me dit, c'est comme s'il ne pouvait pas arrêter de bouger. Et là, ça, c'est intéressant. Là, on raffine. Il ne peut pas arrêter de bouger, ça veut dire qu'il est très, très, très agité. Et un corps qui est très agité, ça veut dire qu'il est en recherche
de mouvement. Et le sens, dans nos 7 sens qui est associé à cette recherche de mouvement-là, c'est le sens vestibulaire, qui est logé au niveau de notre oreille interne. OK? Donc, si l'enfant ne peut pas arrêter de bouger, là, ça me dit, OK, il fait de la recherche sensorielle de mouvement vestibulaire, donc ça n'a pas assez été comblé dans sa journée. Et là, on se ramène à l'âge. L'enfant jusqu'à 4 ans, du moins au Québec, est en garderie. En garderie, on bouge, on fait des activités libres, on sort dehors, on a des sorties, ça bouge. Mais à 5 ans, qu'est-ce qui arrive au Québec? On rentre à la maternelle. Et dépendamment, oui, des types d'enseignants, ben, il va y avoir des enseignants qui vont faire beaucoup d'activités sous forme d'ateliers, qui vont bouger quand même, mais il y en a d'autres enseignants que ça va être plus sédentaire, d'une certaine manière, le type, la manière qu'on transfère la pédagogie, disons. Donc, je vous ramène à l'âge, l'enfant ici a 5 ans. Donc, il vient de commencer la maternelle, moi je sais. Et donc, c'est comme s'il ne pouvait s'arrêter de bouger. Donc ça, c'est intéressant, c'est le genre de questions que moi je vous poserais en évaluation puis en rencontre ensemble, en individuel, c'est de voir, mais votre enfant, quand il était à la garderie, est-ce que le sommeil allait bien? Puis là, pouf, ça a changé depuis que commencé l'école. Et là, ici, notamment, c'est ça. Ça a changé depuis que commencé l'école. Est-ce que c'est la faute de l'école? Non. Okay. Dans le sens que, bon, des fois on tombe sur justement un enseignant qui a un type d'approche qui est pas pareil comme d'autres. Mais c'est surtout que il faut comprendre très bien le profil sensoriel de notre enfant. Cet enfant-là, s'il est en recherche vestibulaire, ça veut dire que dans la journée à l'école, il ne bouge pas suffisamment malgré les récréations. Et donc, ça serait justement ça, le pourquoi que la difficulté à s'endormir le soir. C'est comme le sens n'a pas été comblé, il a des manifestations de recherche active pour aller apaiser, répondre, se sentir vivant. Et ça, c'est quelle structure qui amène ça? En fait, c'est d'une certaine manière, c'est quand que le système nerveux n'a pas suffisamment d'informations pour bien se sentir comblé d'un point de vue énergie, d'un point de vue éveil, et que dans un contexte, notamment l'école, où l'enfant doit être attentif, mais là, il ne faut pas qu'il bouge, c'est très exigeant. Et donc, l'enfant met de côté ses besoins sensoriels pour respecter l'enseignant, pour respecter les autres amis, pour écouter, pour apprendre. Mais pendant que toute son énergie est monopolisée par le mental à assimiler l'information. Salut ma chère Audrey! Donc, pendant que l'enfant est occupé à assimiler l'information de l'enseignant, ben, il compte pas ses besoins sensoriels. Il compte pas ses besoins sensoriels. Donc, s'il compte pas ses besoins sensoriels, ben, en fait, le soir venu, il va avoir tant de besoins et ça se peut que l'agitation ne provienne pas seulement au moment de s'endormir. C'est probablement au retour de l'école, on est agité, on bouge, on papillonne, parce qu'on a tellement mis notre énergie sur être attentif, puis écouter notre enseignant, puis apprendre, qu'arrivé de l'école, on regorge d'énergie, puis et là on fait de la recherche de mouvement, mais ça semble pas suffisant ici. Surtout si à la maison, on est sur les écrans, on fait les devoirs leçons assis à la table,
après c'est le souper assis à la table, et après on écoute un film ou on joue à un jeu de société assis à la table. Donc cet enfant-là n'a pas sa source sensorielle vestibulaire nécessaire pour son bien-être et son confort à lui. Je vous invite à me poser des questions, bien entendu. Hein? Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. Donc, toutes questions sont les bienvenues, bien entendu. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Elles sont toutes bonnes. Donc, voilà. Donc, cet enfant-là, vous avez vu, j'ai pris la situation, on a regardé l'âge, 5 ans. On a regardé le fait qu'il a de la difficulté à s'endormir. Qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui entraîne un meilleur endormissement, pardon? La mère, elle me dit, je sais pas si c'est sensoriel. J'ai la confirmation que, dans le fond, cet enfant-là, c'est depuis qu'il a commencé l'école. Et que là, c'est comme s'il ne pouvait plus arrêter de bouger. Hein, c'est plus fort que lui. Donc, on est vraiment ici dans une situation d'un enfant qui a des besoins vestibulaires et qui est en recherche vestibulaire. Un corps qui n'est pas comblé d'un point de vue sensoriel, c'est comme si vous avez faim, mais vous ne mangez pas. Ou vous avez soif, puis vous ne buvez pas. Qu'est-ce que ça fait? Il y avait la publicité au Québec, de la barre Snickers qui disait, la personne a le faim, là, puis elle devient comme dans tous ses états. Puis là, il y avait la personne qui disait, t'es pas toi quand t'as faim. Parce que c'est vrai que quand on a faim, mon Dieu, on devient, un peu sur le qui-vive, là, puis on est comme, on est impatient, puis bon, ben c'est la même chose en sensoriel. Puis ça, on va en revenir quand on va aborder le 4e temps de ce live, donc jeudi, quand je vais vous aborder les solutions concrètes. Ben vous allez voir, moi, j'ai toujours nommé ça dans les solutions, on crée une diète sensorielle pour l'enfant. Comme je vous disais, moi, en ergothérapie, comme ergothérapeute, c'est mon dada à l'intégration sensorielle. C'est au Canada, aux États-Unis, en Australie, c'est propre à l'ergothérapeute ou au occupational therapist d'évaluer, de poser l'hypothèse diagnostique et d'intervenir dans tout le domaine sensoriel. Ici en France, c'est un peu complexe parce que c'est divisé avec l'ergo, le psychomotricien, et puis voilà. Sauf que, proprement dit, au niveau du métier, dans son origine, c'est vraiment l'ergothérapeute qui est à la fois ergo et psychomotricien, comme je vous expliquais dans un de mes posts sur ce qu'est l'ergothérapie au Canada. Donc voilà, et comme c'est notre dada, ben justement, on est formé, et moi plus précisément parce que au-delà de ma formation initiale à la maîtrise en ergothérapie, je suis allée chercher aussi une formation continue d'intégration sensorielle à l'international pour aller davantage en profondeur, et c'est justement là tout le concept de diète sensorielle que moi je juge qui est extrêmement importante, parce que dans le fond, on va créer comme une diète alimentaire pour l'enfant, pour combler ses besoins, pour calmer son tronc cérébral. Parce que je vous l'ai dit il y a 2 semaines, quand j'expliquais le tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient, c'est lui qui assure notre survie, mais c'est lui aussi qui reçoit toutes les informations au niveau sensoriel et va les envoyer dans le système limbique, qui lui l'envoie dans le cortex. Et c'est lui qui n'est pas, d'une certaine manière, suffisamment comblé. Je vous disais, dans le domaine de l'hypersensibilité sensorielle ou l'hyperréactivité, les 2 termes existent, c'est comme si
Le tronc cérébral, moi, j'aime ça mettre des images et je le qualifie comme le chien de garde du système nerveux. Dans l'hypersensibilité, le tronc cérébral aboie à tout. Comme si tout ou un sens en particulier était source de danger. Dans le domaine de l'hypersensibilité. Dans le domaine de l'hyposensibilité, notamment ici, il nous en manque du sens. Hein? On est en manque. Comme on est en manque, on fait de la recherche. Le chien ici, il aboie pas assez. Fait que c'est comme si, oui, il peut bouger l'enfant dans la journée, se déplacer, peut-être faire un peu de balançoire ou jouer au soccer ou au foot à la récréation, mais ça reste que ce n'est pas suffisant. Et comme c'est pas suffisant, c'est pour ça qu'il est agité, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de s'endormir le soir. C'est parce qu'il n'a pas comblé, on n'a pas été assez comblé son besoin vestibulaire au courant de la journée. Et fort probablement, notez la distinction entre les comportements de vos enfants les semaines versus les fins de semaine. Versus l'été. L'été, les enfants, ils sont dans la piscine, ils nagent, ils font du vélo, ils courent avec leurs amis. Fort probablement que cet enfant-là dort très bien l'été. Et dort beaucoup mieux les fins de semaine. Donc, c'est propre à l'école d'une certaine manière. À l'école, pas la faute de l'école, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que c'est propre au contexte lié à l'école qui ne comble pas suffisamment ses besoins. Donc, ça, c'est intéressant aussi, d'aller regarder le contexte de l'année pour décortiquer la situation au mieux, pour, encore une fois, comme je vous dis que pour moi, c'est ce qui est le plus essentiel, c'est de trouver la cause de la cause. Parce que cette situation-là, si on disait, par exemple, on fait juste, par exemple, donner de la mélatonine à l'enfant, ou on se dit, on va juste le coucher encore plus tôt, ou on se dit, je sais pas moi, on va mettre une veilleuse dans sa chambre, ou tu sais, peu importe. Mais oui, mais si c'est pas ça le problème, vous allez tester 20 stratégies, puis ça sera pas efficace, ça va pas se maintenir à long terme, peut-être ça peut créer même d'autres problématiques. Tu sais, vous voyez, fait que c'est ça l'importance que je vous dis au niveau du neurodéveloppement. Certes, c'est complexe, mais c'est ça mon rôle de vous accompagner là-dedans. Puis notamment avec mes mamans du programme Artemis, c'est pour ça qu'il y a à la fois un pôle neurodéveloppement de l'enfant et un pôle, on travaille sur la maman elle-même pour justement arriver à un résultat que la maman elle a aiguisé son œil pour faire tous des liens rapidement parce qu'elle a acquis les connaissances. Elle a acquis, elle comprend, elle voit, elle saisit, elle analyse, tac. Et elle se comprend mieux en même temps parce qu'on travaille aussi. Donc c'est sûr que cette analyse-là que je fais avec vous, c'est beaucoup plus aisé. Beaucoup plus aisé et c'est surtout que les solutions viennent beaucoup plus facilement et sont surtout beaucoup plus efficaces sans nécessairement qu'on ait à perdre patience sur notre enfant et que au final ça génère des frustrations, des crises, des moments familiaux de conflit. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui s'endort jamais, qu'on doit toujours retourner dans sa chambre, à un moment donné, oui. Puis surtout que vous avez votre journée de travail dans le corps, vous voulez relaxer le soir avec votre partenaire de vie ou avec des amis. Ça peut être générateur, effectivement, de moments un petit peu plus frustrants ou lourds. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'aborder la cause de la cause. Donc, voilà, mes chers. Donc, demain, on reprend cette cause-là que je vous ai expliquée
on a plutôt pointé aujourd'hui. Et on revoit en fait plus en profondeur toute la notion théorique, neurodéveloppementale, neurologique de ce qui se passe concrètement au niveau de l'enfant par rapport à son agitation, par rapport au sommeil, par rapport à l'éveil, par rapport à toute sa régulation au cours de sa journée. Donc, on voit ça en profondeur demain. Même heure, même poste. Donc voilà, des gros bisous à tous et à demain. Ciao!